Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Voici donc la deuxième partie de l'épisode de Tania. La première partie, je vous invite à la réécouter, histoire de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de Tania avant tout ça. C'est très important. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Mon mec derrière tout le temps. Si on faisait un bébé. Alors, bon... Là, du coup, il a fini par, au bout de plusieurs mois, à essayer de me convaincre. J'ai craqué, j'ai dit bon. Mais je te préviens, moi, je te l'ai toujours dit. Je vais pas avorter une troisième fois. Moi, si je retombe enceinte, c'est pour garder l'enfant, c'est pour construire une famille, c'est pour être, c'est pour répondre à certains buts. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Il m'a dit oui, je sais tout ça, je veux qu'on soit une famille, ça va être super bien et tout. Voilà, je tombe enceinte assez vite et bon, l'annonce à mes parents se passe pas super bien parce qu'encore une fois, ils considèrent que c'est pas le bon tempo, tout ça, voilà, l'inquiétude parentale, normal quoi. Si en plus tu leur avais parlé de tes projets de doctorat et tout, ils ont pas compris, ils ont pas compris, ils ont dit ce revirement mais tu vas faire quoi là de tes études et tout ça, c'était super, t'étais super bien avec ton prof référent, puis j'étais avec le directeur de l'école doctorale qui avait accepté de m'aider pour chapeauter la suite quoi, donc c'était quand même super important et tout. Ouais. Et là encore une fois j'ai perdu mes mots, je savais pas trop comment leur expliquer, voilà quoi. Je suis à un carrefour de ma vie et encore une fois la maternité c'était la facilité. On va dire ça. Ouais. Tu le perçois comme ça aujourd'hui ? Maintenant ouais. Sur le coup non. Je me suis surtout dit si je continue pas mon doctorat, en fait, j'ai plus d'obligations, entre guillemets. Je peux me trouver un taf alimentaire, mon copain c'est pareil, et on aura un enfant, et voilà, quoi. Et ça va se passer comme ça. Et donc... C'est un peu une fuite pour toi ? Pardon ? C'est un peu une fuite face à un parcours qui paraît compliqué, quoi, tu vois, un parcours d'études ? Alors sur le coup, ça peut sonner comme une fuite, et en même temps, je me dis que quelque part, c'est parce que ça faisait un moment qu'il fallait que je me confronte aussi à la réalité de la maternité. Et en fait, avec le recul, ça m'a fait effectivement du bien, parce que comme on l'a dit juste avant, là, c'est la maternité, c'est se décentrer. Et je pense que je me noyais en fait, à force d'être tout le temps centrée sur mes émotions, mes problèmes, qui je suis moi. Enfin, voilà, il fallait que je sorte un petit peu de ce truc, que je me mette dans une position où il faut que je prenne du recul parce que sinon je vais pas pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc voilà, c'était un peu au forceps quoi, un peu littéralement. Mais ça a fini par faire son effet. Comment se passe cette grossesse pour toi ?
mal, parce que du coup, j'annonce à mes parents qu'il n'est pas question d'avorter. Et puis mon conjoint au début, voilà, il soutient, puis avec la pression de mes parents, tout ça, puis il se rend compte aussi que c'est la réalité, quoi. Il y a un enfant qui va arriver et il va falloir être à la hauteur, en fait. Et lui, il avait pas réfléchi aussi loin. Enfin, il s'est dit, voilà, Oh là là. ça va être chouette la paternité. Mais si ça se passe pas bien, on fait comment ? Oui. Et ça, c'est une réalité qu'il n'avait pas du tout envisagée. Et quand il s'est rendu compte que ça pouvait être le cas, pour plein de raisons différentes, en fait, il a commencé à paniquer et il m'a dit, en fait, j'ai plus envie d'être père. Mais quand ? Je sais pas, je devais être enceinte de 3 mois et demi, donc je pouvais plus avorter. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça maintenant ? Are you crazy ? En plus, il était anglophone. Waouh. Ouais. J'avais pas le background de cette histoire, que c'était vraiment aussitôt... Si, ouais. Ouais. Le mec, il t'a fait un volte-face, quoi. Ouais. Genre vraiment tête à queue, mais tellement tard que tu rentres dans la bagnole de toute façon, quoi. Oui. Et donc... Bravo pour cette métaphore, Phil. J'aime beaucoup les vieilles métaphores. Métaphore Fast and Furious. Ouais, clairement. Non, mais du coup, là, je tombe des nues. Je lui dis, mais attends, tu m'as cassé les pieds pendant 1 an et demi parce que tu voulais être père. Ou moi, je te dis, on va prendre la plus grande des précautions parce que voilà mon histoire et tu sais quoi. Et là, tu me dis ça. Bon, je suis désolée, mais non, je veux pas avorter, en fait. Et c'est trop tard. Et de toute façon, voilà, quoi. Enfin, je t'ai dit, j'avorterai pas une 3e fois. Donc là, je me suis dit, c'est la merde, je vais être maman solo, quoi. C'est incroyable quand même, comme tout t'amène vers la maternité depuis que t'as 16 piges, quoi. Ouais, comme tout me remet dans la face que, en fait, il y a des gens qui se sentent prêts, ou il y a des gens qui te poussent dans une direction, et en fait, on est seul sur ce chemin. Même si c'est eux qui t'ont donné l'impulsion, faut assumer ce que tu fais tout seul. Même si ils te suivent, même s'ils sont à tes côtés, plus ou moins, il y a des personnes qui arrivent à être coparents de la meilleure des manières, bravo, je suis hyper en admiration. Mais il peut se passer aussi des trucs où t'es tout seul. Donc, faut l'envisager, quoi. Donc tu te retrouves à 3 mois et demi de grossesse. Genre, ton mec s'en va, il te largue, comment ça se passe Alors, il me largue pas parce que il est, comment dire, il est trop attaché au fait de pas être tout seul. Cool. Donc il reste dans le coin tout en me demandant tous les matins si je veux pas avorter. Et mes parents sont super vénères. Et donc moi je suis au bord de la crise, quoi. Je me dis putain, je suis toute seule. Et en plus je me dis, je suis hyper énervée parce que je me dis bordel, c'est le moment où j'ai envie de vivre le truc en étant le plus heureuse possible, en étant entourée de mes proches qui seraient extatiques à l'idée que il va y avoir un nouveau membre dans la famille. Et en fait, non, pas du tout. C'est c'est comme si je leur annonçais que peut-être pas que j'avais un cancer quand même, mais enfin, c'est une super mauvaise nouvelle, quoi. Donc, sur ces entrefaits, je déprime beaucoup. Mon conjoint me dit, je pense que peut-être ça irait mieux si on rentrait en Angleterre, parce que je me sentirais chez moi, je serais proche de ma famille, et donc je pourrais être ce que tu veux que je sois. Waouh. Spoiler, ça va pas marcher, non ? Bah non, pas du tout. Tu l'as fait quand même ? Oui, bien sûr. Ouais. Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Je me dis, si je veux un père pour mon enfant, il va falloir que j'accède à sa demande, parce que si c'est ça qui lui permet d'être là, j'ai pas le choix, en fait. Et puis je me dis, de toute façon, mes parents sont déjà énervés, et j'ai pas d'autre attache, donc il y a rien qui me retient ici, donc voilà. Et puis surtout, en fait, on annonce la nouvelle à sa famille à lui, qui est très très petite, donc il y avait à l'époque son grand-père et sa mère. Et eux, par contre, ils sont super contents. J'étais super étonnée, mais en fait, pour eux, en Angleterre, ils ont l'habitude que, surtout dans les classes populaires, en fait, que les gens, ils aient des enfants super jeunes. Genre, c'est pas rare qu'ils aient leurs enfants à 18 ans, même pas, puis le deuxième à 20, quoi. Donc, moi, j'avais 21, voilà, quoi. C'était déjà un peu tard. Ouais, voilà, j'étais déjà une vieille maman. Non. Mais donc, du coup, je me dis, si là-bas, c'est pas un problème, je vais aller là-bas. Donc, on déménage en Angleterre, et j'assume pas du tout auprès de mes parents, encore une fois, parce que
je sais pas, genre toute cette colère et tout ça, j'arrive pas en fait à me confronter à ça. Et donc j'ai lu le truc, je leur dis qu'on part en Angleterre pour 2 semaines parce que le grand-père va pas bien. Et en fait, on redescend jamais en France. Je me suis parée, Oh là là. Ouais, la fuite organisée quoi. Mmh. Et mes parents m'en ont énormément voulu d'avoir fait ça. Alors je parle beaucoup de leur colère et tout ça, mais il faut savoir aussi que mes parents, ils sont quand même à part ça, ils ont toujours été là, ils sont d'un soutien incroyable. Quand j'étais à l'hôpital avec mon embolie, à 1h30 de chez nous, ils sont montés tous les jours. Tous les jours, ils ont fait les 3 heures de route, quoi. Bon. Mais là, vraiment, je crois qu'ils étaient hyper inquiets et puis ça transparaissait sous les traits de la colère. Et donc, je suis arrivée là-bas, 4 mois et demi, avec une belle-mère qui était trop contente. Elle allait devenir grand-mère et tout. Elle avait, je sais pas, à l'époque, elle devait avoir peut-être 50 balais max. Ouais. Alors que ma mère, elle avait 10 ans de plus et elle disait, je suis trop jeune pour être grand-mère. Enfin voilà, il y avait vraiment ce décalage entre les deux familles qui était vraiment énorme et non, j'avance un peu. En plus, elle devait plus avoir 45 et ma mère 55. Ouais. Un truc du genre. Et donc j'ai accouché là-bas. Enfin, j'ai eu ma grossesse là-bas et c'était terrible parce que en fait, j'ai super mal vécu ma grossesse. Ça a été un moment d'intense agonie en fait, et je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. Encore une fois, c'était encore une claque dans la gueule, quoi, en mode la maternité est trop cool, la grossesse trop cool. Pas du tout. J'avais l'impression, alors je suis hémétophobe et j'avais des nausées tout le temps. Hémétophobe, c'est la phobie de vomir. Voilà, exactement. Phobie de vomir ou des nausées, enfin tout ce qui est autour, quoi. J'avais des nausées tout le temps, je pouvais pas manger, j'étais ultra fatiguée. En fait, j'avais l'impression d'être en permanence entre la grippe et la gastro, tu vois. Pendant 9 mois. Avec ce ventre qui grossit, qui s'alourdit. Les derniers mois, je pouvais plus dormir la nuit. Ça me faisait trop mal aux ligaments. Sur le dos, bah, c'était trop lourd. Ça m'écrasait les organes. Sur le côté, bah, ça faisait tirer sur la peau. C'était hyper inconfortable. Puis émotionnellement, j'étais en vrac total. Je me reconnaissais plus du tout. Je me regardais dans le miroir, j'étais toute bouffie parce que en plus j'ai eu la bonne idée de tomber enceinte en janvier. Donc j'ai eu un bébé de septembre et donc j'ai vécu les derniers mois de la grossesse dans le cagnard. Je me mettais des glaçons sur les mollets et sur les genoux et tout ça parce que j'en pouvais plus, je dormais plus, c'était horrible, j'étais super fatiguée. Et je vivais ça toute seule, parce que du coup, mon conjoint était complètement désintéressé du processus. J'ai essayé de l'emmener au cours de préparation pour l'accouchement, et il voulait pas, parce que... Alors, faut savoir que du coup, avec cette histoire de grossesse, il y a plein de trucs qui sont ressortis de son côté. Donc avant, j'avais un mec relativement normal, même s'il avait l'air un peu timide comme ça. Après... j'ai eu un gars qui a complètement décompensé. Oh merde. Donc, en fait, il était en dépression et il faisait de la phobie sociale. Et il était tout le temps... voilà quoi. Il faisait des crises de panique. Il voulait pas sortir dehors. Et quand on allait faire les courses, il était super stressé parce qu'il avait l'impression que tout le monde le regardait, parce qu'il était trop maigre, parce que ceci, parce que cela. Ouais, tu vois. Le papa idéal que t'imaginais quand t'étais gamine, quoi. Ouais. C'était exactement ça. Ouais, je crois qu'avec un peu plus de moustache, c'était... c'était à peu près ça. Ah, mais c'était terrible, et moi, j'étais là, je me disais quand est-ce qu'elle sort, et alors, l'ironie du sort, c'est que quand j'étais à 5 mois et demi, ils ont failli me placer en MAP, c'est-à-dire en menace d'accouchement prématuré, parce que j'avais des contractions. Ils m'ont dit, il faut vous allonger 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, c'est parti. Donc, ils m'ont pas mis en MAP. Mais du coup, elle est sortie vachement en retard. Ah ouais? Bah, si on fait le calcul, elle est sortie à 42 semaines. Donc, j'ai été enceinte presque 10 mois. Incroyable. Bah, tu kiffais, hein? Ah ouais, j'ai kiffé jusqu'au bout. Et ta fille aussi, elle était là... Moi, je suis bien à l'intérieur. Laissez-moi tranquille. Oh là là, c'était intenable. Et je lui disais, mais
pourquoi tu sors pas et tout. Oh. Puis en plus, on allait faire les échographies et tout parce que du coup, en plus avec l'embolie que j'avais eue, j'étais grossesse à risque. C'est un traitement spécial, quoi. Ouais. Donc il fallait que je me fasse des injections d'anticoagulants dans le ventre tous les jours. Et ça fait super mal. Ouais. Et donc j'avais tout ça, plus les piqûres et tout. Voilà, j'étais au bout de ma vie. Et puis bon, en fait, dans mon malheur, ma fille m'a guéri puisque on s'est rendu compte à la 3e échographie que j'avais plus de caillots, alors qu'en fait, à la base, après mon traitement d'1 mois et demi à l'hôpital, ils m'ont laissé sortir. Je suis restée longtemps parce qu'en fait, à la base, je devais rester peut-être 2-3 semaines. Le premier caillou s'est dissous et en fait le deuxième, il était toujours là, il chillait et il savait pas quoi faire avec. Et au bout d'1 mois et demi, ils m'ont dit le caillou est toujours là, il bouge pas, mais il a pas changé de volume et il est toujours à la même place. Donc on pense qu'il s'est soudé à la paroi et que du coup il va pas bouger quoi. Donc a priori voilà, c'est safe. Vous pouvez rentrer chez vous. Donc moi je vivais avec ce petit caillou là, mon petit caillou préféré, comme les marmottes là, comme elles mettent dans leur petite poche. Et par contre, voilà, on s'est rendu compte, 7e mois et demi de grossesse, que il y avait plus de cailloux. Merci Léo. Ouais, encore un mystère de la grossesse qui fait que le corps se répare tout seul, un peu, voilà, avec l'échange des cellules et tout, c'est assez incroyable. Et par contre, elle est restée longtemps. Et même on m'avait fait une écho pour vérifier qu'il y avait du liquide encore, parce que au bout d'un moment, quoi, le bébé grossit et puis s'il y a plus de liquide, c'est quand même pas terrible. Mais non, elle avait toute la piscine qu'il fallait et tout. Comment s'est passé l'accouchement ? Encore une fois, pas très bien, parce que du coup, dois-je le rappeler, j'étais avec un gars qui avait pas fait de préparation à l'accouchement. Putain. Il avait regardé des vidéos YouTube, ceci dit. Voilà, donc oui, hein. Ouais, donc il savait à peu près comment ça se passait dans mon corps, mais il savait pas comment lui devait se comporter en fait. C'était complètement con, parce que c'est ça la préparation à l'accouchement aussi, c'est savoir réagir quand votre femme elle est en train d'hurler et qu'elle vous dit qu'elle a envie de vous tuer et que c'est la fin pour elle. Et j'ai pas eu ce soutien et ça a vraiment impacté mon accouchement parce que, alors pour le coup, ça a été relativement rapide pour un premier. J'ai commencé à contracter, les premières contractions, c'était vers 1h30 du matin. On est parti à l'hôpital 1 heure après parce que en moins d'1 heure, j'avais des contractions toutes les 2 minutes et ça faisait super mal. Donc j'étais en train de gueuler dans la voiture, j'ai perdu toute dignité à nouveau. J'étais à 4 pattes sur le truc avec son grand-père qui conduisait en disant « On est bientôt arrivé !» Alors que c'était pas du tout le cas, je le savais, mais bon, c'est pas grave, c'était gentil. Et je suis arrivée là-bas et bon, j'avais super mal et la nana me pose le monito et elle me dit bon, calmez-vous un peu. Ça se voyait qu'elle était fatiguée, mais bon, la bienveillance avait foutu le camp quoi. Et elle me dit vous êtes sûr que vous êtes en train d'accoucher parce que moi il y a pas de contraction sur le monito. Oui, vu comment j'ai mal, oui, je sais que j'accouche. Oui, c'est vraiment en train de se passer. En même temps, ça va faire 10 mois, donc il est temps. Oui, aussi. De toute façon, si j'accouchais pas maintenant, dans moins de 48 heures, j'étais programmée pour l'accouchement, quoi. Donc elle me dit bon, je vais vous examiner quand même. Donc elle regarde, elle dit ah oui, vous êtes dilatée à 5 cm. Ah oui, pas mal. Ouais, donc en 1h30, j'avais fait 0,5 cm. Pas mal. Moitié, quoi. Ouais, donc ça, c'est pas étonnant que ça fasse mal, en fait, tu vois. Oui. Et j'ai dit, ouais, j'accouche, ouais. Elle me dit, est-ce que vous voulez la péri? Je lui dis, oui, je veux la péri, parce que là, j'étais complètement submergée par la douleur. J'arrivais plus du tout à réfléchir. J'ai un moment, je lui ai agrippé le bras par réflexe, sous le coup de la douleur, et elle me dit, vous me faites mal, et je me dis, je suis désolée, et tout ça, mais c'était à un point où, en fait, j'étais en train de me griffer les jambes jusqu'au sang parce que j'avais besoin de sentir une douleur ailleurs. Waouh, ok. Pour essayer de faire passer la douleur dans le bas-ventre. Ouais. Incroyable. On se dit, le corps, comment il pense à ce genre de truc. Plutôt ton cerveau, là, je crois. Ouais, je sais pas si mon cerveau était encore là parce que vraiment, je réfléchissais plus, là. C'était de l'ordre de l'animal. Je crois que c'est le seul truc où vraiment je me suis sentie complètement déconnectée de la civilisation, là. C'était... À titre personnel, moi, c'est le jour où j'ai vu ma femme accoucher de nos 2 filles que je me suis dit, on veut des mammifères. Il y a plus de doute là, franchement.
Pour moi, il y a vraiment, c'est la loi de la jungle, quoi. Ah ouais, c'est vraiment, il faut que ça sorte, il faut que ça se soulage d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, j'en étais réduit à faire ça. Et même à un moment donné, j'avais arraché mon intraveineuse sans faire exprès. J'avais du sang partout et je vois mon mec qui vient vers moi en disant « Ah, t'as du sang partout, qu'est-ce qui se passe ?» La nana revient, elle dit « Ah, vous avez arraché votre intraveineuse. » Bon, elle était pas contente, quoi. Je dis « Ouais, je suis désolée. » Mais bon, elle voyait bien que j'étais en train de gueuler dans mon coin, là, comme un putois, parce que j'avais vraiment super, super mal. Bon, le problème, c'est que, l'anesthésiste était, il y avait déjà deux autres mères avant moi. Et il y avait eu des urgences aussi, hein, dans la nuit. Ouais. Donc, en fait, il est arrivé sur le coup de 7h du matin, presque. Ah oui, donc t'as pas eu de péri, en fait. Si, j'en ai eu une, mais presque à la fin, en fait. Ah oui. Finalement, il l'a mise. Et dans mon malheur, elle a super bien fonctionné, ma péri. J'avais les sensations des contractions et tout, mais zéro douleur. Pas d'effet secondaire, pas de maux de tête, pas de nausées, machin. Vraiment, je suis redevenue moi-même. D'un seul coup, j'étais là, on va pouvoir faire un petit sudoku. Vive la drogue. Ah, clairement, voilà. Là, les gens qui me disent, ouais, non, mais l'aiguille, là, pour la péri, elle est grosse et tout. J'ai rien senti. Le gars, il m'a tendu le papier en disant, il faut signer la décharge et tout. C'est bon, allez signer votre décharge. Il me dit, vous voulez pas savoir ce qui est écrit? Je dis, non, je m'en fous. Envoyez la drogue. J'ai besoin de la gueudreau, là, maintenant. Et après, j'ai attendu, comme ça, tranquillement, que ça se passe. Et sur le coup de 8 heures, j'étais dilatée complètement. Je pense que ça a mis un peu de temps après, effectivement, parce que ça a un peu ralenti le travail et tout ça, mais tranquille, quoi, franchement. Et on m'a dit, c'est bon, vous allez pouvoir pousser maintenant. Et alors, ce qui était bien dans cet hôpital, là où ils étaient un peu précurseurs, c'est que ils t'obligent pas à être en position gynéco, c'est-à-dire allongé sur le dos, là, tout bêtement, à attendre que la mort arrive. Là, ils m'ont dit, si vous voulez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir, regardez, on vous met les pieds dans l'étrier comme ça, et hop, vous pouvez pousser, il y a pas de souci. Avec la gravité, en plus, ça aide et tout, enfin, c'est génial, quoi. Donc, j'ai commencé à pousser tranquillement, et au bout d'une heure, 1h30, voilà, c'est même pas comme si on m'avait laissé 10 minutes pour voir si ça fonctionnait, quoi. J'avais une sage-femme qui, du coup, avait changé, parce que du coup, il y a le service de jour maintenant, donc elle, par contre, c'était vraiment une super gentille personne, et bizarrement, je me rappelle pas du tout de son prénom, et ça, c'est quand même un truc que je regrette. Et elle me dit, bon, là, ça fait 1h30, je vais quand même regarder où ça en est. Et elle regarde vite fait et tout, et puis elle dit, ouais, je vais appeler le médecin quand même. Donc elle appelle le médecin. La docteure vient, elle me dit, oui, bonjour, je vais regarder tout ça. Bon, vous savez ce que vous attendez et tout, sous-entendu un garçon ou une fille. Bon, comme j'étais sous gueudron, je lui dis, j'attends un dinosaure. J'avais pas envie de répondre à la question, c'est un garçon ou une fille, on s'en fout, quoi. Ouais. Elle me dit, ah ouais, c'est génial, c'est original, on n'avait pas eu ça encore dans cet hôpital, machin, ça va être mon premier accouchement de dinosaure. Et puis elle regarde, elle me dit, je suis vraiment désolée, mais en fait, là, le problème, c'est que votre enfant, il regarde vers le plafond. En fait, tout allait bien, et puis d'un seul coup, hop, elle a décidé de changer de position. Ouais. Et dans cette position-là, elle s'est coincée dans le canal. Elle bouge plus. Et c'est super dangereux. Elle peut pas rester là. Vous pouvez pas accoucher comme ça, en fait. Donc là, on va vous emmener au bloc. Césarienne d'urgence. Césarienne d'urgence. On va quand même essayer avec les forceps de la faire sortir. Mais si au bout de 2 minutes, elle est pas dehors, on va devoir vous faire une césarienne, quoi. Donc il m'emmène et tout, j'ai le temps de rien réfléchir du tout, hein, c'est code rouge, donc en moins de 15 minutes, il faut que l'enfant soit dehors, en fait. Je vois que tout le monde est là. En fait, la salle se remplit, genre il y a littéralement, 12 ou 14 personnes qui rentrent d'un coup, c'est super bizarre, alors qu'à la base, j'avais juste une sage-femme avec moi. Il y a l'anesthésiste qui vient, qui me dit bonjour, je vais vous faire l'anesthésie, machin. Ça va bien se passer, tout ça, ils sont super rassurants, voilà, faut pas réfléchir plus. Et je sais pas pourquoi, j'étais super, comme je maîtrisais plus rien, je me accrochais beaucoup aux détails de ce que je voyais. Et donc, je regarde l'anesthésiste et tout, je me dis, ah, elle est peut-être vietnamienne, elle a des sourcils comme les miens. C'est génial. Après, je vois le gynéco-obstétricien qui rentre et je me dis, ah, mais lui, il ressemble au mec de la pub Uncle Ben's. C'est Uncle Ben's qui va m'accoucher, trop bien. Incroyable.
Et il arrive, il est super pro et tout. Il dit bon, on va faire comme vous avez fait tout à l'heure. Vous allez plus rien sentir parce que vous êtes en rachianesthésie, mais vous allez quand même essayer de pousser avec la mémoire du corps, tu vois. Et donc je pousse et tout. Il me dit ah c'est super bien là, vous poussez super bien. Et en fait j'ai eu de la chance parce qu'avec les forceps elle est sortie. Ah ok. Donc j'ai pas eu besoin de la césarienne. Mais bon, c'était quand même un peu éprouvant tout ça, mais je me dis, heureusement j'ai rien senti sur la fin et tout, parce que j'ai quand même eu une déchirure, voilà, pas terrible. Bon, c'était stade 2, je crois. Je sais pas. 3, mais... À chaque fois que les meufs commencent à me parler de déchirure, t'aimes pas. Je suis là, allez, je voudrais partir maintenant. J'ai eu tout un épisode avec Émilie sur son épisiotomie là qui était toute fraîche encore. Ah oui, c'est vrai. Elle me disait j'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler. J'étais là aïe aïe aïe. Ouais, non, puis en plus pourquoi se faire subir ça putain. Ah ouais, et puis en plus bon là encore que c'était une déchirure, c'était pas une épisiotomie donc c'était pas coupé. Oui, je connais. Voilà. Mais bon donc voilà, ils ont pu recoudre sans que moi je suis en train de crier tout ça, machin, c'était mieux. Et donc par contre c'est ma fille qui a crié et donc je l'ai pas vue en fait quand elle est sortie. Parce que t'avais le chant et tout. Mais il y avait pas de chant, mais il y avait mon gros bide qui gâchait tout, donc j'ai rien vu et j'ai rien senti aussi de quand elle est sortie. Donc ça c'est un peu dommage, vraiment ça me manque parmi les sensations de mon accouchement. Et donc en fait ils m'ont dit elle est dehors. Je dis ok d'accord. Et en fait j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit là je suis mère quand en fait je l'ai entendu pleurer parce qu'ils étaient en train de lui faire les tests là. Faire le pédalo là, regarder si elle a bien 5 doigts à chaque main et tout ça. Et là je me dis ça y est, elle est là, je suis maman, c'est maintenant, c'est fini, et ça commence en même temps. Enfin c'est un peu bizarre comme sensation. Et après ils l'ont posée sur moi et je voyais rien à part ses cheveux et qu'elle avait du sang sur la tête et voilà. Et puis tout le monde disait félicitations et ma belle-mère de l'époque me disait elle te ressemble trop, on dirait trop toi. Et puis après on a fait un visio avec mon copain quoi et il a vu, il a fait c'est Tania. Et moi je savais pas ce qu'il voulait dire par là en fait. Ton copain était pas avec toi? Non, parce que j'ai oublié de l'expliquer aussi, c'est qu'à la base il est venu avec moi à l'hôpital. Et que lui, en fait, quand il est stressé, et il stresse très rapidement, plus il est stressé, plus il devient malade, et après il vomit, quoi. Donc il est arrivé à l'hôpital, il est resté 1 heure assis sur sa chaise tout blanc, puis après il est allé vomir, et les infirmières ont vu ça, et elles ont fait ça vous arrive souvent de vomir? Mais oui, c'est juste, je suis stressée. Mais ça sert à ça, les préparations, en fait. Ça sert à faire baisser le stress. Hein. Bah, après, le problème, c'est que ça prépare pas à tout, mais au moins, je pense que clairement, c'est un peu angoissé, c'est un bon truc à faire. C'est ça, ça te met un pied dans le truc, quoi. Et lui, même si tu peux pas anticiper ce qui va se passer sur le moment, mais en tout cas... Ouais, puis je pense que clairement, par exemple, mes sensations de douleur étaient décuplées parce que j'étais toute seule et... Quand t'es dans ta bulle toute seule avec la douleur, c'est vachement dur d'essayer de rationaliser en te disant là c'est le début de la contraction et puis là ça va être la fin et puis tu vas respirer et puis il y a quelqu'un qui te masse ou quelqu'un qui te fait penser à autre chose quoi. Là j'avais juste un gars qui vomissait et moi je suis métophobe à la base. Mais vraiment le cocktail total toi. Hein, mais tu vois j'ai plein de blagues en stock parce que du coup il faut essayer de sortir de ce truc de c'était vraiment de la merde. Et du coup, les infirmières ont dit mais si vous avez un truc à l'estomac ou quoi, avec le nouveau-né, non, pas bon ménage. Donc là, on vous dit rentrez chez vous quoi. Puis si vous vous sentez mieux demain, vous venez demain ou quoi. Donc il est rentré et c'est sa mère qui a pris le relais en fait. Okay. Qui est venue et à la base, je voulais être toute seule plutôt que d'être avec elle parce que je l'aimais bien mais on n'était pas si intime que ça, c'était quand même mon accouchement, j'étais à moitié à poil, voilà quoi. Puis vu comment l'état dans lequel j'étais arrivée, je savais pas. Puis j'avais vu suffisamment d'émissions pour savoir que voilà, on pouvait se faire dessus pendant l'accouchement. Je comprends. Voilà. Et en fait, elle est venue et ça a été un ange. Elle a été super mignonne. Elle a été là pour me soutenir. Elle était pas envahissante. Elle était très voilà. En fait, elle a joué le rôle que mon copain aurait dû jouer et j'étais pas toute seule. Donc Léona est arrivée au monde avec moi et sa grand-mère. Incroyable. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce visio dans la salle de l'accouchement. Je comprends mieux.
Comment ça se passe avec le papa là qui lui voulait pas devenir papa maintenant qu'il l'est? Maintenant qu'elle était sortie, il est devenu, je sais pas, j'avais un autre mec à la maison. D'un seul coup, je sais pas, il s'est réveillé dans le bon sens du terme, il s'est dit waouh, j'ai un bébé, ma copine m'a fait un bébé. Alors du coup, moi, il était hyper amoureux, c'était la lune de miel, ma femme a fait un bébé et tout, c'est incroyable. Et puis avec sa fille, il était alors le premier jour, il avait peur de lui faire mal, je pense que tous les pères sont un peu comme ça, genre je vais lui casser le bras si je lui mets sa main dans le pyjama. Mais après, tout de suite, voilà, il était hyper à fond. Il voulait lui donner tous ses bains. Il voulait pas que ce soit moi qui le fasse parce que il disait mais toi tu l'allaites déjà, donc moi je veux avoir ce moment avec elle et tout. Donc moi je le laissais faire. J'étais super contente. C'est plutôt un bon deal en plus. Ouais, clairement. Ouais, parce que bon, c'est vrai que bon pour l'allaitement, c'était quand même compliqué. C'était beaucoup ma charge à moi. Et donc ça a été comme ça l'amour fou pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, en fait, on n'avait plus de fric. Et il fallait qu'il trouve du boulot pour qu'on puisse manger. Et c'était fini. Là, il a d'un seul coup, il a dû compenser à nouveau et il s'est enfermé dans son bureau et je l'ai plus vu. Quoi ? Genre, d'un seul coup, il voulait plus voir personne. Moi, j'étais avec mon bébé de 3 mois et lui, il disait je veux plus voir personne, foutez-moi la paix. Voilà. Donc il était caché dans cette pièce et moi j'avais le droit de lui apporter à bouffer et c'est tout. Ou de me faire engueuler des fois parce que je faisais pas un truc bien ou le bébé pleurait trop fort ou enfin tu vois. Ouais. Mais quelle vie. Et donc là, donc d'un seul coup je me retrouve mère solo dans un pays qui est pas le mien, dans une maison qui est pas la mienne parce qu'on était hébergés chez son grand-père qui avait une maison qui était trop grande pour lui donc voilà. Mais c'était pas chez moi, enfin voilà, c'était pas chez nous non plus et je pense que c'est juste que lui il a pris conscience que la responsabilité elle était là aussi, il pouvait pas juste lui donner des bains et lui faire des câlins même si c'est génial, il y a aussi tous les à côté où il devait se frotter à la vie dehors quoi. Et c'était trop dur pour lui. Sortir dehors en contact avec des gens alors qu'il avait du mal à faire ses courses. Non. Bon. Okay. Alors du coup la situation comme ça a duré je sais pas, peut-être 6 mois. 6 mois. Ouais. Donc tu t'es retrouvée toute seule avec ta gamine de ces 9 mois, c'est ça ? Ouais, exactement. À la gérer. Ouais. Et puis tous les jours je me disais putain qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais faire ? Mais j'avais pas de plan de repli parce que du côté de mes parents ils ont fini par accepter la situation parce que c'était comme ça. De toute façon, elle était lancée. J'étais enceinte, puis après j'ai accouché, tout ça. Ma mère est venue me voir après la naissance, quelques jours après. Et mon père, il est venu, lui, au 8e mois de grossesse pour faire la paix. Parce que il m'a... Ah, vous étiez embrouillés ? Ouais, lui, il était super en colère. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que je suis un peu une fille à papa, tu vois. Je suis un peu une... C'est-à-dire ? J'ai une relation, mon père, ma mère je l'adore mais je m'entends super bien avec mon père et c'est vrai que tout ce qu'il pense c'est super important. Quand il se passe un truc dans ma vie, j'ai envie de lui en parler. Voilà. Je pense que c'est aussi exacerbé par le fait que quand j'étais plus petite, il m'a beaucoup manqué parce qu'il était pas là. En semaine, j'ai eu une maman à temps plein et un papa, cartant. Donc, clairement, le fait que on se soit pas parlé pendant peut-être 5 ou 6 mois, il refusait de me parler. Quand j'appelais, il voulait pas me parler et je parlais qu'avec ma mère. Ça m'a fait énormément de mal. Et donc, il a décidé de venir me voir. Mais il boudait ou alors c'était plutôt non, je suis en colère Je sais pas. Ouais. Le problème de mon père, c'est que c'est un taiseux et qu'on n'a pas encore eu cette discussion. Si jamais le papa de Tania, tu nous écoutes, viens donc dans Histoire de Daron. Oui, je lui ai dit déjà. Mais il m'a dit, je vais parler de quoi Parler de quoi ? Mon histoire, elle est normale. J'ai juste adopté une gamine, voilà. Ouais, tout va bien. Elle a avorté 2 fois, et puis voilà. Quoi. Bah oui, tout est normal. Non, mais il me dit, ouais, je suis un vieux papa maintenant. Je lui dis, bah oui, mais t'es un vieux papa, mais t'es toujours mon papa, et puis t'es un jeune grand-père. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que tu pourrais dire. Oh, que oui. Mais bon, déjà, faut qu'on ait cette discussion entre nous. Tout à fait. Peut-être que je lui ferai écouter ce podcast et je lui dirai, papa, viens, on va manger ensemble et on va se raconter des trucs.
Trop bonne idée. Ouais. Après, on fera un épisode où c'est lui qui viendra te donner la conclusion. Ouais. Et du coup, ouais, il y a eu cette relation de grossesse, encore une fois, en autarcie, en solitude. Et là, à nouveau, voilà, j'étais à nouveau en solitude. Alors, merci encore une fois, mademoiselle, parce que du coup, j'ai retrouvé des copines là-bas en Angleterre, qui étaient sur Mademoiselle à l'époque. Il y avait des mademoiselles partout. Hein. Ouais, bah ça m'a sauvé la vie. Partout encore dans une le fois. monde. C'est incroyable. Mais j'ai rencontré ces personnes-là et on s'est super bien entendu. Et d'ailleurs, des années après, on est toujours en contact et je les ai invitées à mon mariage. Incroyable. Elles ont vu la métamorphose de j'arrive en Angleterre, j'ai envie de me tirer une balle, je suis maman solo, à aujourd'hui où je suis quand même vachement plus épanouie. Et ouais. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu décides de rentrer en France? Enfin, j'imagine que tu décides de rentrer en France. Ouais, alors c'est ça le France, truc. C'est que du coup, mes parents, je tenais un peu la façade, quoi. Je leur disais pas ce qui se passait à la maison parce que j'avais pas envie qu'ils s'inquiètent plus. Ouais. Je veux dire, je me suis dit, bon, j'ai eu mon lot de très mauvaises décisions dans ma vie, alors je pense qu'à ce niveau-là, j'ai épuisé mes jokers. Donc si je leur dis que, en plus, le mec avec qui j'ai fait un enfant, il est en dessous de tout. Voilà, quoi. Ouais, mais en même temps, si on revient à, ok, tu cherches, tu veux faire cet enfant pour trouver ta place par rapport au fait que t'es adopté, si tu veux, ils sont partie prenante dans l'histoire, quoi, tu vois. Ouais. Sans vouloir les... Mais ça, sur le coup, on se le dit pas. On se dit que c'est ton problème à toi. Et puis, j'avais un peu la tête dans le guidon. Du coup, comme mon mec travaillait pas, moi, je suis allée chercher du boulot. J'ai jonglé entre le rôle de maman solo, je l'allaitais encore, le boulot et tout. Alors, du coup, j'ai réussi à trouver des trucs où, justement, heureusement, ça s'est plus ou moins bien goupillé. J'ai pu faire les trois en même temps. Mais c'était super dur. Et bon, je gagnais pas beaucoup d'argent non plus, donc on vivait sous le seuil de pauvreté. Enfin, on avait 17 livres par semaine pour se nourrir à 3 dessus, quoi. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça fait une vingtaine d'euros, quoi. Donc, bon, je m'assurais que ma fille manque de rien, et puis heureusement que l'allaitement, ça coûtait pas très cher. Mais à côté de ça, voilà, quoi. D'un point de vue santé, épanouissement, quand je sortais, c'était pour aller voir du coup mes copines. Soit on faisait des trucs gratuits, soit des fois elles me payaient des trucs ou quoi. T'osais leur demander? Au début pas trop, mais bon, des fois, elles voyaient bien quoi que c'était la galère et tout, donc ça leur arrivait. Mais bon, par fierté, souvent, je préférais un petit peu, je préférais payer mon truc et puis tant pis, on mangera moins ce mois-ci quoi. Mais ouais, c'était super dur. Mais c'est là aussi où je me suis dit, tu vois, c'est toujours dans les moments super durs, comme la fois où je me suis retrouvée à l'hôpital, que je rebondis le plus. Genre, j'ai besoin de me prendre ce putain de mur et de venir le lécher comme tu dis l'autre jour. Ouais. Voir quel goût ça a. Et après, je passe à autre chose et j'arrive à trouver l'énergie en moi pour me dire, mais t'es pas une merde. Tu peux faire des trucs dans ta vie. T'as des ressources, ça va le faire, quoi. J'ai un pouvoir de résilience qui se réveille à chaque fois. Et bien sûr. Et des fois, je l'oublie, tu vois. Mais non. En fait, c'est là, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait mon petit truc, mon petit bonhomme de chemin là, dans ma grande difficulté où j'ai dû me confronter à des trucs. Par exemple, j'avais jamais préparé de candidature pour un boulot de ma vie. Et genre à un moment, j'avais voulu postuler pour un truc dans le RH et la nana m'appelle à 7h30 du matin. Je comprends rien à ma vie déjà, je décroche. Je dis oui, bonjour. Oui, vous avez postulé pour tel poste et tout. Oui. Alors j'essaye de trouver mes mots et tout. Je suis pas réveillée. Puis elle me dit alors vous savez de quoi ça parle ce boulot et tout. Alors moi j'explique vaguement ce que j'ai compris et tout. Puis bon il y a un silence et puis elle me dit bon je suis désolée mais ça va pas le faire. En plus elle était pas très sympa au téléphone. Je pense que bon peut-être elle en avait marre d'avoir plein d'applications qui menaient à rien. Mais bon moi j'ai un peu pris pour les autres quoi. Puis elle me dit vous savez, quand vous postulez un truc, il faut vous préparer vraiment. Il faut vraiment regarder l'intitulé de poste, ce qu'il faut faire, vous renseigner sur l'entreprise, machin, truc. Tous des trucs, tu vois, où ouais, je le savais, mais j'étais tellement dans mon truc que ouais, vraiment, j'avais pas eu l'énergie de faire la recherche full
complète quoi du truc, savoir par qui ça avait été racheté, quand ça, et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et machin et trucs. Comment ça se passe? À quel moment tu te rends compte que ta fille est autiste? Bah justement quand elle a commencé à rentrer dans la collectivité, parce que après quand il a fallu que je bosse plus, ben il a fallu que je la mette à la crèche, et donc déjà la crèche ça coûte un rein. Je l'ai mise là-bas, ça me prenait la moitié de ce que je gagnais. Ouais. Et en fait, au bout d'une semaine, on me dit oui, alors elle est sourde votre fille? Je dis non, pas du tout. Ben pourtant, faudrait lui faire des tests quand même, parce que là, elle répond pas du tout à son prénom, même quand on frappe dans nos mains et tout ça, zéro réaction. Bon, bah du coup, j'en parle à son médecin référent parce que en Angleterre c'est un peu différent. Tu vas dans des health centers et t'as un GP, c'est-à-dire un praticionneur général, quoi, un médecin généraliste. Et t'as toujours le même et tu vas toujours voir le même. Et en fait, c'est lui qui te réfère aux gens que tu es censé voir, les spécialistes. Tu peux pas y aller toi-même. Ouais, mais c'est pareil en France. Hein. Oui et non, c'est-à-dire que par exemple, si tu veux voir un dermatologue, tu peux. Oui. Tu peux te trouver un dermatologue tout seul. Ici, là-bas, t'as pas le droit. Non. Okay. C'est vraiment, tu dois passer par ton GP. Okay. Et bah du coup, il dit ok, bon bah je vous prends un rendez-vous pour l'hôpital et vous allez faire les tests là-bas. Donc on y va et donc c'est assez invasif, ça dure 1h30 où ils lui mettent des trucs dans les oreilles, et ils vérifient si elle se tourne, si elle a l'air de voilà. En France, ils font ça à la naissance, hein. Si je me trompe pas. Oui. Ouais. Ils avaient fait déjà les tests de surdité à la naissance. Ouais. Donc c'était ressorti positif. Enfin, ouais, c'était rien du négatif, tout. Donc, ouais, rien du tout. Voilà. En plus de lui avoir fait une jolie marque comme la mienne que j'ai sur le bras, parce que pour les ressortissants asiatiques, il faut te faire vacciner de la tuberculose. Ah oui. Et là on m'a dit bah non, elle entend très bien, il y a zéro problème avec elle. Donc là, je me dis, bon, bah, si elle est dans sa bulle comme ça et qu'il n'y a aucun problème de surdité, tout de suite, en fait, le petit train dans mon cerveau commence à se lancer. Et je me souviens que j'ai des amis d'enfance qui étaient autistes, qui sont toujours autistes, en fait. Et tout de suite, je me dis, ah, ça me fait trop penser à eux. Ce côté bulle, un peu, ce côté... parce que je la voyais depuis qu'elle était petite. Il y avait quelques trucs qui... Tu vois, genre le fait qu'elle puisse tenir sa tête dès la naissance, la tonicité musculaire des nouveau-nés, c'est un signe. Le fait que depuis toute petite, je la voyais, elle était hyper concentrée sur certaines tâches, genre elle avait des petits légumes en bois qu'elle pouvait séparer avec un velcro, et des fois elle y passait un temps fou à les remettre, les détacher et tout ça. Je me dis bah ça me fait quand même beaucoup penser à ça, honnêtement, hein. Puis c'est un peu comme l'embolie pulmonaire, où je savais au fond de moi que c'était ça, mais je sais pas, c'est une intuition comme ça. Là je me suis dit il y a un truc, et en fait là elle a été diagnostiquée officiellement que depuis qu'on est rentré en France, parce que du coup là bon, j'ai tenu jusqu'à ses 1 an et demi, 2 ans ouais, elle avait 2 ans en Angleterre. Parce que je me suis dit il faut quand même que j'épuise tous les recours pour être sûre que avec son père voilà, qu'il puisse avoir le temps potentiellement de se rattraper, d'avoir une relation avec elle. Je me voyais pas en fait juste voilà me dire ok bon bah tu t'en es pas occupé pendant 3 mois, bah je me pars quoi. Ciao. Ouais. Alors que j'aurais pu. Mais je sais pas, il y avait toujours voilà, je me suis dit au moins je suis sûre que quand je la regarderai dans les yeux en lui disant voilà, on est parti, je pourrais le faire en l'assumant, en lui disant j'ai vraiment essayé tout ce que j'ai pu pour sauver ton père. Puis vraiment, j'ai vraiment tout essayé, quoi. On avait appelé à la rescousse un psychologue pour lui et tout ça. Alors c'est aussi différent là-bas. Il y a quelques psychologues en libéral, mais c'est pas du tout la norme. Là-bas, c'est aussi pareil, c'est sur référencement. Et il y avait un gars qui était venu, qui avait passé 1 heure à lui parler, et puis il était reparti, et on avait reçu un courrier 3 semaines plus tard disant bon bah on vous prend pas en charge parce que en gros, pour paraphraser, vous êtes pas prêt à vous tirer une balle tout de suite. Ah oui. Donc voilà, vous êtes pas urgent, donc on vous prend pas, quoi. Ok. Alors qu'en fait si, mais sauf qu'il avait caché le truc, il avait minimisé. Il avait bien joué le jeu. Ouais, alors qu'une semaine plus tôt, bah il était en train d'essayer de se planter un couteau, enfin... Voilà. La santé mentale et les mecs.
Gros sujet, ça aussi, vraiment. Moi, je rigole zéro là-dessus, quoi. Bah oui. Je veux dire, là, avec mon mari, c'est un truc, je le prends... Mon mari. Mon mari. Mon marais. Mon marais. Ouais, alors, je veux pas faire le boulot à sa place et tout, et je veux pas le materner non plus, mais je veux lui laisser l'espace nécessaire pour qu'il puisse vraiment vivre ses émotions et voilà, tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est mort. Là, notre relation et celle qu'il a avec sa fille, c'est en état de mort cérébrale depuis un moment, ça sert à rien de s'acharner. Il était tout le temps cloîtré dans son bureau. Alors, il avait fini par ressortir et par se trouver un taf. Je l'avais poussé encore une fois en me disant bon allez, au bout de beaucoup d'efforts et tout, à le soutenir et tout, il avait fini par aller à un entretien, ouais, et puis il avait décroché le boulot et il bossait dans la restauration au zoo de la ville, donc c'était pas un taf trop nul non plus, tu vois. Et il gagnait du coup pas des milliers des cents, mais voilà quoi, ouais. de façon décente. Mais ça avait pas changé. Oui. Voilà. Donc tu rentres en France. Donc là, alors première étape déjà, j'appelle mes parents. Ah oui. Et il faut que je leur annonce la vérité. Oui, parce que là, ça fait 2 ans et quelques. Que j'ai pas envie de dire qu'on vit dans le mensonge, mais que je minimise tout en fait. Des fois, je dis ouais, ça va pas trop et tout, mais je dis ouais, je suis fatiguée. Un bébé c'est prenant. Oui, donc mon ex-conjoint, machin, oui, il a trouvé un taf, ouais, c'est génial et tout. Et voilà, jamais rentrer dans les détails. Et là, il faut que je leur dise, et je dis à mes parents, est-ce que ce serait possible de venir crècher chez vous, là, dans les prochains mois, le temps que je remette de l'ordre dans ma vie, que je travaille, que je puisse prendre un logement et tout. Et mes parents me disent, ah bon, mais pourquoi? Je dis, en fait, ça fait un moment que ça va plus du tout avec le père de Léona. Et il faut que j'entre en France. Et ils me posent pas plus de questions. Ils me disent oui. T'es chez toi, chez nous, tu seras toujours la bienvenue. Tu rentres quand tu veux. Et là... Bah oui. Ouais, et là, tout de suite, je me dis, je vais rentrer. Et puis du coup, ça faisait un moment qu'on était séparés avec mon ex-conjoint, mais qu'on vivait sous le même toit parce que là-bas, les loyers c'est hors de prix. Donc on pouvait pas se permettre de se prendre un logement, moi encore moins. Et mais du coup, on était quand même séparés, mais c'était compliqué. On était sous le même toit et ça faisait quelques mois déjà que je discutais avec celui qui va devenir mon mari. Et avec qui ça se passait super bien et qui me soutenait beaucoup dans toutes mes démarches et tout ça. Et donc, je prends mes billets d'avion pour rentrer en France. Et là, le Covid. Je me dis, mais putain, quoi, ça s'arrête jamais, incroyable. C'est incroyable, quoi. Le Covid, donc tous les avions sont cloués au sol et je ne peux pas rentrer. Et toutes les semaines, mon billet, on me dit... vous pouvez pas partir, mais la semaine prochaine, oui. Et après, c'est annulé. Et rebelote. Horrible. Et donc là, ça fait donc plusieurs semaines que je discute bien avec cette personne. Et c'est le moment où mon ex-conjoint se réveille et se dit... Il faut la récupérer. Elle va vraiment partir. Oui. Elle va me laisser tout seul. Non, mais c'est ça, en fait. Oui. Parce que... Alors du coup, il essaye de me récupérer et tout, et il me fait des crises de jalousie incroyables, et il essaye de manipuler ma vie, et il regarde si je suis en ligne parce que il sait que je discute avec l'autre personne, donc des fois il vient toquer à ma porte en disant « j'ai vu que t'étais connecté sur WhatsApp, est-ce que c'est parce que t'es en train de lui parler ?» Le red flag également, hein, là on peut le dire. Non mais oui. Là ça pue. Hein. Ouais, non mais là. Et j'ai fini par le bloquer de partout. Tania et les garçons. C'est pas Hélène et les garçons. Oui, ça, clairement. Ah là, mais ouais. Et en fait, tu dis ça, mais ça a été horriblissime parce que du coup, la personne avec qui je discutais me dit, je suis hyper intéressée par toi. J'ai envie que quand tu rentres en France, on se mette ensemble. Je suis amoureux. Et moi, je lui dis non. Désolé, mec. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais en fait, là, je suis à un moment de ma vie où déjà, j'ai pas le loisir de me planter parce que j'ai une petite fille à charge.
que je sors d'histoires qui sont très compliquées, très traumatisantes, et que là, en fait, je me fais pas du tout confiance. Je me dis, j'enchaîne les garçons qui sont d'une qualité douteuse, pour pas dire autre chose. Comment dire que là, je me dis que j'ai... Ils sont également très fertiles, hein, on peut le dire. Oui, ils ont pas de problème de fertilité. J'ai peur. J'ai peur, en fait. Je me chie dessus à l'idée que avec toi, ça soit la même chose, même si j'ai l'impression que c'est pas le cas. Mais j'arrive pas à me faire confiance. Et je t'aime trop pour me dire qu'avec toi, ça va être un flirt et ça pourrait mal se terminer ou quoi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Et donc, il me dit, oui, je comprends. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, il a jamais dit que c'était un nice guy, tu vois, genre un mec bien. Souvent, les mecs qui disent que c'est des mecs bien, c'est pas des mecs bien. Faut s'en méfier, parce que généralement, t'as pas besoin de le dire, généralement tu l'es. Voilà, exactement. Et surtout, ça devrait pas être une qualité, oui. Tu vois, tu devrais juste être un mec bien, oui, c'est tout. Voilà. Et là, je me suis dit, alors peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, tu vois, s'il est pas parti en vrille en me traitant de tous les noms parce que je lui dis non, c'est, voilà. Et surtout, il est resté ami avec moi après, quoi. Il m'a pas ghosté, il s'est pas dit, puisque je peux pas tremper mon biscuit, je me casse, voilà. Alors que ça aurait pu être possible, quoi. Donc, je suis en train de piquer ma crise, là, sur mon caillou en Angleterre, post-Brexit, post-Covid, enfin, non, en plein dans le Covid, du coup. Et avec un ex-conjoint qui part en vrille totale, c'est la roue libre. Le dernier truc, on parlait de la colère, là, tout à l'heure, et j'ai littéralement pété un câble parce que il a essayé de se planter un tournevis dans l'épaule en me disant, il faut que tu restes. Génial. Oui. Mais c'est ça qu'on veut dans la vie. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ça que Hollywood nous montre ? Mais si, c'est ça. C'est ça. Hollywood veut que tu t'ailles trouver un mec qui est prêt à crever pour toi. Sauf que quand ça arrive, et pas pour les bonnes raisons, et tu te dis, merde. C'est trop dis donc, c'est pas du tout ce que j'attendais. Entre la théorie et la pratique. Dis donc, c'est bizarre ça. Ouais. Ah non, mais là, j'ai vu rouge, je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis en plus, surtout, je me dis, c'est encore moi qui vais devoir appeler les secours, c'est moi qui vais devoir me taper, aller à l'hôpital, m'occuper de ce mec, j'en peux plus, j'ai plus envie de m'occuper de lui, je veux plus m'occuper de personne à part ma fille et moi, quoi, j'en ai trop marre. Et donc, il comprend ses conneries et tout ça, il se prend en charge tout seul pour aller s'occuper de sa blessure à la le mec, ça l'a vraiment fait, hein. Et, ok, oui, non, pour de vrai. Let's go. La santé mentale et les mecs. Tu veux pas en faire un vrai jingle? Ouais. Parce que vraiment, Daron, il y en a. Il y en a dans tous mes podcasts d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, tu pourrais vendre les cercles de parole entre mecs, là, tout ça. Oh là là. Il y aurait des choses. Un vrai dos. Et en fait, du coup, tu finis par réussir à rentrer, j'imagine. Oui, parce que du coup, j'appelle mon mec et tout. Enfin, du coup, entre-temps, j'avais dit ok. Je suis amoureuse de toi, ok, mais je sais pas ce que je peux te donner en fait. T'attends pas à ce que ça soit une relation traditionnelle, voilà, tout ça. Je suis un peu cabossée, tout ça, il va me falloir du temps et tout. Je lui dis, j'en peux plus, je vais le tuer si c'est pas lui qui se tue. Il vient de s'enfoncer un putain de tournevis dans l'épaule, qu'est-ce que je fais? Là, mon avion, il vient encore d'être annulé. Voilà, j'étais au bout de ma vie. Il me fait, écoute, c'est quoi ton PayPal? Je lui dis, c'est ça. Il me fait, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il fait, tu verras, je t'envoie de l'argent et tu vas te prendre un billet Eurostar. Oui, c'est ça. J'allais dire pourquoi ne pas prendre un billet de train. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Oui, ok. Là, le billet EasyJet, c'était peut-être une 50aine d'euros. Okay. Eurostar, c'était 350 boules. Tu vois? Et moi, j'avais pas cet argent. Ouais. Il me fait, je t'ai envoyé 500 euros, tu prends ton billet. Je fais, mais pourquoi t'as fait ça? T'es malade, 500 euros, c'est énormément d'argent et tout. Il fait, mais oui, mais il faut que tu t'en ailles, c'est pas possible, tu peux pas rester dans ces conditions-là. Moi, ça m'angoisse de fou de savoir que t'es sous le même toit que ce gars qui fait des trucs comme ça, quoi. Et il avait raison, en fait, mais... Oui. Donc, je prends mon billet Eurostar et tout, ça coûte une blinde et tout, puis j'annonce à tout le monde, finalement, j'ai pris un billet Eurostar et je vais voir son grand-père, je lui annonce cette fois, je m'en vais vraiment, ultime requête, si t'as un peu de respect pour moi, SBB, est-ce que tu peux m'emmener à la gare de Londres? Parce que nous, on était à Bristol. Ok. Donc, faut savoir que Bristol, c'est 3 heures de voiture de Londres.
Il me dit, il me regarde avec toute la peine du monde en disant, c'est à cause de mon ex-conjoint là. Je dis oui. Il me fait ouais, je comprends. Je dis bon bah tu pars quand? Je lui dis bah c'était le jour et il m'a emmené à la gare. Et là j'ai pu rentrer en France et j'ai envoyé un message d'exultation à mon mec quand j'ai vu le panneau. Je crois que c'était Douai. Vraiment en France et tout. Je suis en France et tout. Calais. Oh là là, après un mois d'attente et tout, c'est incroyable. Et là, j'arrive chez mes parents, et mes parents aussi, ils ont été incroyables, et je suis restée 10 jours chez eux, et mon père m'a trouvé un appart incroyable, qu'il a réussi à louer pour moi, quoi. Il a fait des pieds et des mains, machin, il a mis ma tante dans la combine parce qu'il fallait un co-garant, parce qu'il gagnait pas 3 fois le salaire, je sais pas quoi, et tout, et c'est l'appartement dans lequel on est encore, là. Okay. Et je suis rentrée en France. Incroyable. Ouais. Et donc, ta fille aujourd'hui a 6 ans? Ouais, elle va avoir 6 ans, ouais. Donc on est arrivé en France, elle avait 2 ans et demi. Vous êtes mariés avec... Ouais, depuis l'été dernier. Celui qui t'appelle ton mari. Oui. Depuis tout à l'heure. Il y avait un indice. Et ça va mieux? Ma vie va vachement mieux, ouais. Enfin, c'est... Et ta vie de maman? Ouais. Bah, en fait, je pense que, tu vois, j'en ai pris conscience il y a pas très longtemps que c'est vraiment super important pour moi que du coup il y ait cette stabilité dans plein d'aspects de ma vie, parce que déjà moi de base je suis une personne qui a besoin d'énormément de stabilité parce que je suis arrivée dans un chaos pas possible, que ma vie jusque là ça a été un chaos pas possible aussi, hein. Et que voilà, il me faut cette stabilité parce que je m'en nourris pour pouvoir justement accepter le chaos qu'est la relation avec ma fille, de par les enfants c'est toujours un peu chaotique, mais là en plus avec l'autisme c'est sans canal de communication, c'est super dur, quoi. Et donc, je suis très très reconnaissante en fait d'être arrivée à un stade de ma vie où j'ai l'impression que on est sur un rail vraiment autant émotionnellement, financièrement. Là, je suis dans des dispositions où je peux accueillir en fait les choses qui pourraient me tomber dessus. Oui. Et ça aussi bien change la psychologiquement que sur tous les autres aspects, c'est ça? Ouais. Parce que du coup, j'ai assaini beaucoup de choses avec mes parents. Là, j'habite littéralement à 100 mètres de chez eux. C'était pas forcément prévu comme ça, mais bon, le plan. Et en fait, finalement, ça fonctionne super bien parce qu'on se voit une fois par semaine et ils ont une super relation avec Léona et voilà. Par exemple, là, je peux venir parler à ton micro parce que ma mère prend du temps pour venir s'occuper de ma petite. Et je me sens plus toute seule en fait. Je suis vraiment ici, puis j'ai des copains alors qu'ils sont pas forcément ici, mais soit je vais les voir, soit ils viennent. On a un réseau, quoi. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que j'aime bien venir discuter sur son Discord aussi. C'est que il y a ce côté vraiment, comment dire. Installation où j'ai plus besoin de courir après l'anticipation. Je suis plus dans le présent maintenant parce que j'ai moins besoin de m'inquiéter pour l'avenir. Ok. C'est moins un point d'interrogation, et donc du coup je peux plus être relâchée, quoi, où je me dis bon peut-être qu'il y a des choses que je sais pas, et il y en a une tonne en fait. Forcément. Mais ça m'obsède moins, tu vois. Je suis moins en me disant bon alors si jamais il se passe ça, il me faut plan A, plan B, plan C pour pouvoir parvenir à rester dans un semblant d'équilibre, sinon je vais m'écrouler. C'est surtout ça, parce que ouais, il y avait des choses avant, je pouvais me noyer dans un verre d'eau, mais parce que il y avait d'autres aspects de ma vie, je pouvais pas m'appuyer dessus, et on se rend compte que du coup dans ma maternité du coup, premier enfant, handicap, c'est comme ça. Mais quelque part, ça vient vraiment beaucoup appuyer sur le fait que il y a plein de choses qui sont pas sous mon contrôle. Et là, c'est clair que pour toi qui disais que t'avais du mal à lâcher prise, voilà un beau cadeau de la vie. Ouais, il y a cette phrase tout le temps qu'on répète en disant quand la vie te donne des citrons, faisant de la limonade. Et moi j'aime bien surtout la citation de ce jeu vidéo, la Portal, là, avec Cave Johnson. Je la connais pas par cœur la citation, mais en gros c'est Cave Johnson qui s'énerve en disant
mais j'en veux pas de tes citrons, la vie, reprends-les. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes citrons? Moi, je vais venir brûler ta maison, la vie. Tu me casses les pieds. Je vais venir inventer un combustible à base de citrons pour venir cramer ta maison. Voilà ce que je vais faire. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment ce côté. Il y a plein de trucs qui vont t'arriver et tu peux aussi rebondir dessus ou ne pas rebondir dessus. Et pour autant, ça peut être moteur de plein d'autres choses, quoi. Et comment tu vas aujourd'hui par rapport à tout ce dont on a parlé dans la première partie, par rapport à ta place, par rapport à ton adoption, etc., en tant que l'enfant que t'étais et la maman que t'es? Là, il y a les pièces de puzzle qui commencent à se rassembler un peu. Avant, c'était super épars. Et je pense que c'est ça aussi qui me faisait souffrir, c'est que j'avais des petits morceaux de réponse par-ci, par-là, mais rien de, super pertinent. Et là, donc, je suis à un point où, du coup, comme je me sens plus stable, j'ai commencé à réfléchir à moi ce que je veux faire, autre que de, justement, centrer ma vie sur ma fille. Donc, j'ai ouvert ma micro-entreprise pour faire du graphisme. Oui, ça n'a aucun sens avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que j'ai fait de la psychologie, puis après j'ai fait HEC pour parler d'innovation et de management et tout ça, donc voilà. Mais là, je m'épanouis là-dedans, et surtout, je peux le faire parce que, d'un point de vue financier, ça fonctionne. J'ai pas besoin d'avoir une activité qui soit vraiment à fond les ballons pour qu'on puisse survivre. En fait, je crois que c'est surtout ça. Et où du coup, en fait, je peux remettre le sens en premier par rapport aux motifs financiers, parce que c'est vrai que l'argent, c'est quand même un gros problème aussi dans ma vie. Et je me retrouve là, et je me retrouve avec un conjoint aussi où vraiment c'est peut-être que parce que justement j'ai fait ce volte-face dans ma propre vie, dans ma propre façon de voir les choses aussi, parce que faut le dire ce qui est, en fait, si j'avais toujours des mecs un peu pourris à mes côtés, c'est parce que il y avait certains critères que je pensais importants, et il y en a d'autres que je mettais de côté. C'était quoi les critères importants qui étaient finalement pas importants? Et on le disait justement, un mec prêt à mourir pour toi. Ouais. Parce que avec l'adoption, du coup, j'ai ce syndrome de la peur de l'abandon qui est là de temps à autre, qui explique aussi mon hémétophobie. C'est un peu bizarre, je sais, mais bon, quand je raconte l'histoire, ça fait plus sens. Et du coup, en fait, pour moi, ce qui était plus important, c'était... C'est quoi le lien entre l'hémétophobie et la peur de l'abandon? En fait, quand j'étais toute petite, quand je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai eu une grosse gastro. Et j'étais super malade. Et avant ça, je suis sûre que j'ai dû vomir avant, tu vois, c'est sûr. Mais là, cette fois-ci, j'étais malade et j'étais allongée et j'avais besoin d'une bassine parce que je sentais que j'allais me vomir dessus. Et j'ai appelé mes parents en disant « Papa, maman, s'il vous plaît, venez, j'ai besoin d'une bassine. » Et mes parents étaient à ce moment-là dans la cuisine, donc hors de mon champ de vision. Ils étaient en train de manger et ils m'ont dit « Oui, on arrive, on va venir te donner, on va venir, quoi. » Et en fait, ils sont pas venus. Et ils sont venus, mais trop tard, parce que du coup, je me suis vomi dessus. Et je pense que c'est ça, tu vois. On en a discuté avec ma psy, et au début, je voyais pas du tout le lien. Et elle m'a dit, au début, on avait juste compris l'état de vulnérabilité, tu vois, le fait de se sentir malade et tout. Qu'est-ce que ça vient dire chez vous? Et je pense que c'est ça, vraiment, le fait que j'appelle à l'aide et que personne ne réponde, tu vois. Alors, l'aide est quand même venue, mais le truc, c'est que... Un peu tard. Ouais. Et je pense que ça s'est imprimé dans mon cerveau, tu vois, d'une telle manière que du coup, maintenant, en fait, quand j'ai la nausée ou quand je me sens malade, tout de suite, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver toute seule, de vivre ça seule. C'est vraiment cette angoisse-là, quoi. Et quand ta fille est malade aujourd'hui, ça va? Alors au début, quand elle se vomissait dessus, je faisais un peu des crises de panique. Ah ouais? Au début, mon conjoint, c'est lui qui s'occupait de Léona quand elle était malade. C'est là que je sais que j'ai épousé quelqu'un de bien, parce que il a quand même posé une journée au boulot pour pouvoir s'occuper de Léona malade, parce qu'il savait que moi je pouvais pas m'occuper de sa bassine de vomi, tu vois. Bon. Bah oui. Et maintenant ça va vachement mieux, parce que comme il est toujours présent, petit à petit, voilà, cette peur d'être seule, elle diminue, et donc j'arrive un peu plus à rationaliser, et ça se passe mieux. Et en fait, forcément, plus t'es stressé, plus t'accumules. Voilà, les nausées, c'est pas dingue. Et donc voilà, souvent, j'arrive à me calmer, je respire, et des fois, ça passe tout seul, et c'est cet effet un peu vertueux
aussi de me rendre compte que ça peut passer, que ça peut bien se passer, on va dire. T'as la sensation d'avoir trouvé ta place. J'ai l'impression que c'est encore un work in progress. Ok. Parce que, par exemple, au niveau de mon activité de graphiste, c'est tout nouveau. Et j'ai l'impression de faire quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Surtout que j'essaye d'utiliser ce que j'ai compris en psychologie et tout ça pour aider mes clients, en fait, à développer qui ils sont, en fait, plutôt que de développer juste une image qu'ils pensent être la bonne pour leur communication. Des fois, la nuance est un peu subtile. Et d'être avec une interlocutrice qui écoute vraiment ce qu'ils ont à dire et c'est mon approche. C'est ce qu'on appelle des soft skills en entreprise, n'est-ce pas? Oui, voilà. Je mettrai un lien dans les notes pour si vous voulez aller découvrir le travail de Tania. Ah, c'est gentil. Et donc des fois je me pose encore la question si ce que je fais ça va fonctionner, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire alors en fait c'est là où je me pose moins la question de si j'ai vraiment envie de le faire dans les 10 années à venir. Si j'ai plus envie, c'est pas grave. Alors qu'avant il fallait vraiment que j'ai un plan pérenne, on est parti sur les rails de la vie et voilà quoi. Mais parce qu'on nous a toujours préparé à ça aussi finalement. Bah oui, monde de merde. Voilà. Et maintenant, je me dis que c'est moins grave, que je peux avoir l'immense privilège d'essayer, de faire ma petite expérience, de me donner les moyens aussi, et on verra où ça va. Mais oui, d'être cette partie-là, cette facette-là, d'avoir cette relation avec ma fille où je suis très attentive à ses besoins, où j'essaye de... elle a un suivi du coup depuis qu'elle a 3 ans. Je l'ai tout de suite pris au sérieux parce que je savais que c'est les années fondatrices, un peu la petite enfance quand même. J'ai préféré mettre ma vie professionnelle entre parenthèses et m'occuper d'elle à temps plein, puisqu'elle va à l'école, mais pas tout le temps, quoi. Il y a des jours un peu, des après-midi ou des matins qui sautent, et elle a 3 rendez-vous médicaux par semaine quand même. Ouais. Mais c'était important pour moi de faire les choses bien, de me dire moi avec mon HPI machin truc on savait pas quoi faire avec et ça a pu me causer du tort par la suite parce que je savais pas quoi faire en fait, de comment je réfléchissais, je savais pas comment en faire une force, je savais pas comment vivre l'échec parce que ça, la peur de l'échec, c'est quand même un gros truc aussi. J'ai envie que ma fille, elle ait pas ça comme expérience. J'ai envie qu'elle aime aller à l'école, j'ai envie qu'elle se bloque pas devant l'échec, que elle ait envie d'essayer, qu'elle ait cette curiosité qui la quitte pas en fait. Et voilà, je sais que ma fille n'est pas moi. Donc même s'il y a certaines similitudes ou similarités. Similitudes, je crois. Ouais. C'est quand même important qu'elle puisse être elle-même sans que j'essaye toujours d'interférer. Je pense beaucoup à ma mère aussi qui, même si ça partait d'une bonne intention, a pas mal interféré aussi sur certaines choses parce que voilà, elle était inquiète et elle nous aimait, donc c'était sa manière de faire. Bien sûr. Bon, on essaye toujours de faire soit complètement à l'opposé, soit pareil que ses parents. Mais... Ouais, au final, c'est un peu ce qu'Angelo disait dans un épisode récent là. On finit toujours par, de toute façon, merder. Certes, peut-être différemment de nos parents, mais en fait, on merde quand même. Oui, voilà, on merde sur des points différents. Ouais, ou parfois, on reproduit exactement la même chose et ouais. C'est pas grave. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a de grave dans la vie? C'est la grande question. Bah oui, parce que regarde comment tu t'en sors. Ouais, j'essaie de... Alors, je pense que le point central de ma vie, c'est de lâcher prise sur qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, par exemple, c'est un peu le stress à la maison parce que l'appartement qu'on loue, la propriétaire va le vendre et que ça veut dire qu'on va devoir déménager dans quelques temps. Pas tout de suite, mais enfin quand même. Et c'est là où je sens, tu vois, de ma façon de penser, la façon dont je peux être très sclérosée sur certaines choses. C'est un peu là où je vois, avec l'autisme de ma fille, c'est un peu pareil, où j'ai besoin de connaître les choses, j'ai besoin de pouvoir me les figurer, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de comprendre. S'il y a un truc que je comprends pas et que c'est la confusion, c'est le bordel. Mais en fait, le simple fait de le savoir et d'en être consciente, c'est déjà énorme. T'en as conscience ou pas? Alors oui, enfin, maintenant oui. Quand j'étais plus jeune, non, et ça me posait problème parce que j'avais l'impression que voilà, c'était la fin du monde. Là maintenant, je sais qu'il y a certaines choses qui sont
pas si grave dans le sens où par exemple mon conjoint me dit beaucoup tu sais, même si on déménage, la maison c'est nous, la maison c'est nos meubles et oui, on a eu des super souvenirs dans cet endroit, mais on va en faire d'autres ailleurs et ça veut pas dire qu'on va déménager pour moins bien. Ouais. Et ça, c'est des choses, j'ai besoin qu'ils me les répètent parce qu'effectivement, s'il faut que ça rentre aussi, parce que moi, tout de suite, je vais me dire, je vais déménager, mais pourquoi? Bah oui. Dans quel endroit on va se retrouver? Et puis, j'aurai plus mes repères. Par exemple, là, j'ai mis 1 an à comprendre et connaître mon quartier et ça me tranquillise beaucoup parce que je sais que par exemple pour faire tel endroit à tel endroit je vais mettre tant de temps, donc je peux m'organiser tout de suite en me disant par exemple là je mets 14 minutes pour faire ça, je peux partir à telle heure, donc je partirai pas trop tôt et pas trop tard. C'est toutes les approximations qui disparaissent de ma vie, ça me fait du bien quelque part, mais ça vient aussi m'enchaîner aussi. Ah ça, mais t'es encore jeune. Oh oui. Là là. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? Je ne sais pas, ma foi. On a parlé de plein de trucs. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je pars dans beaucoup de sujets différents. C'était super, vraiment. Ouais, bien comme d'habitude, Tania, après avoir coupé le micro, me sort une dinguerie puisque t'es en train de me dire que tu vas au Vietnam cet été? Non, en avril prochain. En avril prochain, ouais, c'est prévu. On va partir 15 jours au Vietnam, donc c'est mon pays d'origine, et c'est la première fois que j'y retourne depuis que je suis partie quand j'avais 11 mois, en fait. Incroyable. Donc là, c'est le voyage que j'attends toute ma vie. Je pars avec mes parents, avec mon conjoint et ma fille, et surtout, le pinacle de ce voyage, c'est que normalement, au 14e jour, je vais voir ma famille d'origine. C'est déjà prévu le 14e jour? Ouais. Parce que vous êtes en contact? Alors en fait, il y a 2 trucs, c'est que il y a une dizaine d'années, ma famille d'origine avait repris contact avec moi par Facebook parce qu'ils m'avaient retrouvée. Incroyable. En cherchant mon nom. C'est ma petite sœur. Je savais même pas que j'avais une petite sœur à l'époque. Qui m'a retrouvée. Donc moi, je pensais que j'avais juste une mère, une grand-mère et une grande sœur, tu vois. Mais non, en fait, j'ai 2 petites sœurs derrière. Donc mais c'est dingue. Ouais, j'ai tout appris comme ça d'un seul coup. Pouf, pouf, pouf. Allez, 18 ans, je reçois un message comme ça. Au début, je croyais que c'était un canular. Et après, ma petite sœur m'envoie deux photos, donc qu'elle a prises, de photos que mes parents avaient envoyées de moi à ma famille d'origine les premières années. En fait, ils étaient restés en contact. Pour valider que... Ouais, pour dire votre fille est toujours en vie. Oh, putain. On s'en occupe bien. Bon, on lui met des vêtements en velours dégueulasses, mais sinon ça va. Et là, j'ai fait « Ah ouais, non, c'est pas une blague. » Parce que ça, c'est des photos, tu vois, personne d'autre les a, en fait. Bah oui. Et donc, depuis, on a repris doucement contact. Il y a la barrière de la langue parce que moi je parle pas du tout vietnamien et eux ils parlent pas du tout français, donc on communique grâce à Google Trad. Okay. Mais ça m'a permis de renouer avec eux un petit peu, d'en apprendre un peu plus sur mes racines et donc notamment de savoir que j'étais pas un enfant issu du viol. Incroyable. Ouais. Et j'ai complètement oublié de te poser la question, tu vois, à la fin, donc vraiment. C'est moi aussi, je parle et puis j'oublie, voilà, des petits morceaux par-ci par-là. C'est pas un petit morceau là. Ouais, mais en fait c'est parce que du coup, tant que le voyage n'était pas fait, c'est un peu genre la pensée magique de est-ce que ça va se faire jusqu'au bout, tu vois. Mais normalement, ouais, on est passé par une agence de voyage vietnamienne pour pouvoir programmer ce truc. Et ils ont prévu une journée vraiment pour qu'on puisse aller leur rendre visite. Dans le village Alors ils ont bougé. À la base, moi je viens de Hue et ma mère est partie à Ho Chi Minh, donc dans le sud, parce qu'il n'y avait pas de boulot où elle était. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu se hisser avec beaucoup d'efforts dans la caste de la classe populaire. Incroyable. Et donc du coup je leur ai annoncé que j'allais venir les voir en avril et ils sont extatiques. Ils m'ont envoyé plein de photos d'eux pour que je puisse un peu voir leur tronche avant d'arriver. Ouais, c'est un stress et en même temps je me dis c'est maintenant quoi. Au moment où dans ma vie je suis hyper stable sur certains aspects, parce que c'est vrai que finalement j'aurais pu y aller avant, mais bon, d'un point de vue financier c'était quand même un gros poids pour mes parents. Et puis, je crois que j'étais juste pas prête, en fait. Ça faisait trop d'informations, là. Voilà. Je vais pouvoir aller voir ma mère d'origine. Ma grand-mère est décédée, malheureusement, mais je vais pouvoir rencontrer tous les autres et j'ai des neveux et nièces. Incroyable. Je suis trop heureux pour toi. Ouais, c'est gentil, merci. Moi aussi, je suis trop heureuse pour moi.
Je me dis que j'ai une chance immense parce que il y a beaucoup d'adoptés qui se débattent avec ça, de savoir qui sont leurs familles, ce qu'ils sont devenus. Moi, quand j'étais plus jeune, je me demandais est-ce que ma mère est encore en vie, tu vois, ou est-ce qu'elle va mourir comme ça et j'en saurais jamais rien. Donc bon, après c'est vrai que j'avais toujours eu dans le projet de retourner au Vietnam, mais pour voir la culture, pas forcément pour les voir eux. Mais bon, du coup, comme ils sont rentrés en contact avec moi, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Je me suis dit ok. Et et il a fallu 10 ans pour en arriver là quand même. Bah, bravo. Ouais, donc c'est comme un quoi chouette parcours. Les choses bougent. J'ai pas envie de dire faut garder espoir parce que ça va sonner grand-mère feuillage, mais à un moment donné, il peut se passer des choses vraiment cool dans la vie et ce serait dommage de s'arrêter au bord du chemin alors que 1 kilomètre plus loin, il peut se passer des dingueries, quoi. Toujours. Merci Tania. Merci beaucoup. Merci. C'était très chouette. Et comme je le disais, je mettrai un lien pour venir admirer ton travail professionnel. Et puis également, vous pourrez retrouver un lien dans les notes pour venir rejoindre le Discord et venir discuter avec Tania. Des bisous. Merci beaucoup. Bah merci. C'était trop cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.